Thank you for joining us. Good morning. Welcome to this press conference following the launch of the European Space Agency Earth Explorer biomass satellite on a Vega C rocket from Europe's spaceport in French Guiana, where we are right now. I'm Pauline Ahuard, Media Relations Officer of the European Space Agency, and I will be the moderator of this press conference. So we have journalists here with us in the room who have traveled here for the launch. Je serai modératrice de cette conférence de presse. Donc, nous avons des journalistes avec nous ici dans la salle qui étaient là pour le lancement. Nous avons également des journalistes qui nous suivent en ligne. Je vais commencer par présenter nos orateurs, écouter leurs commentaires et puis nous ouvrirons la parole pour que vous puissiez poser vos questions dans la salle ou par le biais du chat. Si vous êtes connecté à distance, vous pouvez commencer à envoyer vos questions dès maintenant. 12 DDO, fin de la chronologie de vol, VV26. Les moyens sont remis à disposition des adjoints. Débriefing de lancement, demain à 16h. N'oubliez pas de mentionner votre nom. Alors, je vais vous présenter nos orateurs. Aujourd'hui, nous avons Simonetta Kelly, qui est directrice des programmes de sur la Terre, David Cavalloles, PDG d'Ariane Espace, Tony Taylor-Nielsen, directeur du transport spatial, Justin Byrne, directeur des programmes Science et Mars d'Airbus, et Giulio Ranzo, président exécutif d'Avio. Alors, bravo pour ce lancement fantastique et est-ce que vous pouvez partager vos premières remarques avec nous? Nous allons commencer avec vous, Simonetta. Pourquoi ce lancement était-il si important et quel est l'objectif de la mission Biomasse? Merci, Paulina. Un lancement très important. La 7e mission Earth Explorer, c'est une mission scientifique dans le contexte de ce que l'ESA fait pour l'observation de la Terre, pour en apprendre davantage sur son état. Et c'est une mission qui arrive à point nommé, qui concerne la science, l'innovation, les technologies, mais aussi la santé de nos citoyens sur la planète. Il s'agit de la biomasse, du contrôle des flux de carbone et le rôle des forêts tropicales dans le contrôle, la régulation de ce carbone. Pourquoi est-ce important? Eh bien, en termes de technologie, cela représente des avancées de taille avec ce nouveau radar à bande P qui n'a jamais été envoyé dans l'espace précédemment. Donc, ça a été créé par Airbus Allemagne et Airbus Royaume-Uni qui étaient à la tête de ce projet. C'est donc un radar qui a une fréquence très basse qui nous permettra de scanner la forêt tropicale. Ça va être très important parce que ces forêts tropicales doivent être mieux comprises. Elles sont très denses et chaque élément de ces forêts, les branches, les troncs, les grandes pousses ont une densité carbone différente. Donc 75% se trouvent dans les racines et le reste dans le tronc et dans les branches. Donc il est important de comprendre comment chaque partie absorbe le carbone, comment utiliser la superficie de ces forêts. Donc cette mission prendra 5 ans. Tout d'abord, nous allons voir une vue topographique, donc un scan 3D pour les 6 premiers mois. Ensuite, au cours des 3 années suivantes, nous aurons des passages tous les 3 jours au-dessus de chaque région et puis nous aurons une couverture totale qui nous permettra de comprendre le climat, les variables climatiques nous permettront d'avoir une planète plus saine, plus viable et ces observations nous aideront à mieux comprendre notre planète, mais aussi à soutenir la lutte contre le changement climatique pour tout à chacun à travers le monde. Merci beaucoup, Simonetta. Et David, est-ce que je peux vous demander ce que ce lancement représente pour Ariane Espace? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un accomplissement majeur pour Ariane Espace et pour l'Europe. Comme vous le savez, plus tôt cette année, nous avons lancé notre lanceur lourd Ariane 6. Ça a été un grand succès. Aujourd'hui, avec nos partenaires, nous lançons Vega C, qui est également un grand succès. Et pour moi, ça a vraiment un sens. Dans le contexte actuel, plein d'incertitudes, avec des changements géopolitiques, le fait que l'Europe maîtrise une technologie aussi complexe que celle de lanceur, une des plus complexes au monde, le fait qu'on puisse couvrir toute mission avec nos 2 lanceurs, eh bien, c'est quelque chose qui est d'une importance
très important. Par le passé, on a tous découvert ce que la souveraineté signifiait et l'accès à l'espace souverain est important. Et nous sommes de retour et maintenant le défi, c'est d'accélérer, de faire de plus en plus de lancements parce que chaque lancement réussi renforce notre souveraineté dans l'espace. Une deuxième dimension importante a été donnée par Simonetta. On ne lance pas juste parce que c'est une belle technologie. C'est pour améliorer la vie sur Terre, on le fait pour nos citoyens. Un peu plus tôt cette année, c'était pour protéger nos citoyens du côté militaire, on va dire. Et cette année, cette fois-ci, c'est également une manière de protéger la planète et les citoyens avec la science. Mais ça, c'est vraiment au cœur de nos valeurs, apporter des avantages, des bénéfices aux citoyens grâce à l'espace. Et donc, c'est un grand accomplissement et nous sommes très motivés et impatients à continuer à faire des lancements encore et encore en accélérant cette année. Merci beaucoup, David. Tony, c'est aussi une journée importante pour l'accès européen à l'espace. Que souhaitez-vous nous dire aujourd'hui? David a tout dit. On parle de garantir l'accès à l'espace et nous nous trouvons dans une situation où nous avons consolidé notre accès à l'espace. Bien sûr, chaque mission présente des défis. Nous faisons tout ce qui est en notre capacité pour que ce soit un succès et c'est ce qu'on a prouvé aujourd'hui. David a parlé du lancement au mois de mars pour le satellite militaire français. Aujourd'hui, c'est un satellite scientifique Earth Explorer. On a des besoins fondamentaux. L'espace fait partie de l'économie civile, mais également pour la sécurité, on a besoin d'avoir accès à l'espace pour comprendre la Terre et l'univers. Et tout cela va permettre d'accélérer. On a Ariane 6, Vega, et je prédis qu'on aura besoin d'encore plus de lancements dans les 5 à 10 années à venir. On voit que l'espace est très occupé. C'est le meilleur espace pour le lancement. On peut faire des lancements dans toutes directions. Et donc, on est vraiment privilégiés, nous qui sommes ici, pour les lancements. Et on a vraiment besoin de cet accès pour l'Europe. Et je pense qu'on va être très occupés dans les 10 années à venir et j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci, Tony. Justin, vous avez quelque chose de très spécial à nous dire sur ce lancement. Ce biomasse porte un radar tout nouveau. Quelle est la nouveauté par rapport aux technologies précédentes? Oui, merci. Ça a pris beaucoup de temps d'en arriver ici, 9 ans. Des centaines de scientifiques, ingénieurs ont travaillé sur ce lanceur et ce satellite incroyable aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est un bel accomplissement. Le satellite va bien, il a bien été déployé. Et maintenant, dans quelques jours, on va pouvoir activer le radar. Il faut environ 4 jours pour déployer les antennes. Il fait quasiment 100 mètres carrés de surface. Et ensuite, on commence à analyser la forêt tropicale. C'est assez unique parce que habituellement, avec sans radar, on ne voit que le haut de la forêt, la canopée, mais avec ce niveau de fréquence, eh bien, on pénètre dans la forêt et on peut voir les troncs et tous les éléments carbone de la forêt. Donc, c'est vraiment très enthousiasmant. La calibration également peut mener à certaines distorsions, mais on va faire ce calibrage dans les 6 mois à venir.
Et comme cela est dit, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. La première phase a pris du temps, mais c'est vraiment la partie la plus enthousiasmante qui commence maintenant. Merci. Alors, Julia Vegasé a eu une excellente performance aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Tout d'abord, on est ravis par le succès de cette étape. Les équipes ont beaucoup travaillé pour préparer le satellite et pour bénéficier à tout le monde sur Terre. On avait un travail important à réaliser, livrer et mettre en orbite le satellite et surtout, on l'a fait de manière très précise comme attendu. Et donc le satellite sera là pendant un moment et probablement encore plus longtemps qu'anticipé. Et donc il faudra performer cette mission maintenant. Vegasé a montré encore une fois qu'il était pionnier pour l'observation terrestre, tout d'abord pour l'Agence spatiale européenne, mais également la Commission européenne avec le programme Copernicus. Et donc, lorsqu'on allie les différents programmes Earth Observation de l'agence et ceux de Copernicus pour la Commission, eh bien, on a vraiment la base pour l'Europe en matière de suivi de la planète. Et ce ne serait pas possible sans Vegasé. Nous avons prouvé qu'on pouvait lancer des satellites de toute taille, d'une tonne jusqu'à 24 tonnes et mise en orbite. Eh bien, on a montré à l'industrie qu'on pouvait livrer tout type de satellite, que ce soit de l'observation optique, radar. Et donc, on a des grandes capacités uniques en Europe. Et pour moi, c'est lié à notre capacité à livrer cette capacité et cette infrastructure dans l'espace avec Vegasé. Nous avons hâte d'être à la prochaine mission. La prochaine, ce sera en juillet avec Airbus à nouveau, avec un autre objectif, mais une fois encore, dans le cadre de Earth Observation, Vegasé montre que c'est le bon véhicule pour l'institutionnel, mais également pour le commercial en matière d'observation terrestre. Nous avons hâte de mener cette approche à nouveau avec le CNES et l'Agence spatiale européenne afin de travailler ensemble et livrer notre prochain satellite dans l'espace. Félicitations, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons entendre une question. Petit rappel, bon nombre nous connaissons, mais merci de donner votre nom et le nom de votre média avant de poser votre question. Okay, this sometimes happens. Okay, we have a first question. Parfois, cela arrive. Alors, très bien, nous avons une première question. Antoine Monnier, lachroniquespatiale.com. Question pour Tony. Quel sera le défi principal pour augmenter l'activité de lancement à Kourou? So in Kourou, meaning, okay, we have the launches. Now we need to launch them from Kourou. We probably have a bottleneck. À Kourou, on a les lancements depuis Kourou. Payload preparation facilities. And we are solving the bottleneck of. On a bien sûr les sites de préparation. On est en train de résoudre le goulet d'entreuglement du Pâtir en intégrant le lanceur Vega. Bon, j'ai peut-être pas bien répondu à la question, ce n'était pas votre question. Mais donc les sites d'opération de la charge utile, c'est ce sur quoi on va travailler. Cela ne veut pas dire qu'on doit faire des investissements majeurs dans de nouveaux sites. Il faut peut-être préparer la charge utile différemment, un peu plus vite qu'aujourd'hui. Ça, c'est une option. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire une question dans le chat. Nous en avons une autre dans la salle. Guillaume Rage, de l'agence France Presse. Une question pour Monsieur Cavallès.
Vous avez annoncé au mois de janvier un objectif de 8. Vous avez tenu l'objectif? On a déjà eu 2 lancements réussis, c'est une bonne nouvelle, et l'objectif c'est d'en faire 6 de plus cette année. 4 pour Ariane 6 et 2 Vega C. Le prochain, comme Giulio l'a dit, sera Vega C cet été. Et comme toujours, on vous donnera les dates exactes un peu plus tard, une fois qu'on aura stabilisé cela entre toutes les parties prenantes. Bien sûr, c'est un défi. De chaque côté, on doit préparer les choses. Comme Tony l'a dit, c'est un défi. Ça nécessite de s'adapter sur la préparation des satellites ici à Kourou. Et en même temps, c'est un défi qui motive toutes les équipes. Et je pense que je peux m'exprimer au nom de Avio, d'Ariane Group. Tout le monde souhaite réussir. Et ici, à Kourou, je peux dire que plus on fait de lancements, plus on est heureux. Bien sûr, cela pose des questions, il faut s'adapter, mais lorsqu'on fait un lancement, eh bien, on fait exactement ce pourquoi on est là. Et donc, c'est une bonne période pour nous. L'année dernière était une année de transition. C'était un retour. Cette année sera celle de l'accélération. Nous avons une question. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité ici. Je sais qu'il y a une politique sur l'OpenIA, mais quel type d'institutions vont utiliser avec ces données sur la biomasse dans les années à venir? Merci pour cette question. Toutes les opérations de l'ESA ont cette politique sur les données ouvertes, notamment pour Copernicus, mais ce sont des missions d'exploration et là c'est le cas également, donc nous souhaitons qu'elles soient ouvertes à tous. Comment organisons-nous l'exploitation des données scientifiques? Eh bien, nous organisons la préparation de la mission avec un groupe de scientifiques qui s'appelle MAC, qui a développé cette mission à l'avance. Donc, ce n'est pas une poussée technologique, c'est en fonction des besoins scientifiques qui sont transformés au cours de la mission scientifique. Voilà ce qui a été préparé. Après, lorsque tout le monde pourra avoir accès à ces données, cela va prendre à peu près 6 mois après la première phase de quelques jours, ainsi que toutes les vérifications des fonctionnalités. Et l'organisation de l'exploitation scientifique requiert une collaboration étroite à travers le monde entier, pas seulement donc avec les scientifiques européens, des centaines de personnes à travers le monde utiliseront ces données. Nous avons une collaboration par exemple avec les États-Unis qui ont une mission avec l'Inde bientôt, ils ont un radar et nous allons échanger nos données, nous allons essayer d'obtenir les meilleurs résultats grâce à ces radars. Nous avons également une collaboration dans le contexte du comité de la conservation. Nous travaillons sur le calibrage, mais aussi l'harmonisation des méthodes et des outils pour l'utilisation de ces ensembles de données. Nous avons donc MAP, c'est une plateforme qui intègre les données de biomasse et tout le monde pourra y avoir accès. Nous avons aussi des collaborations dédiées avec des institutions scientifiques à travers le monde. J'étais au Brésil l'an dernier pour signer un accord avec l'agence spatiale brésilienne, par exemple, mais il y en a de nombreux autres, et ils valident les ensembles de données sur la forêt tropicale au nord du Brésil. Ils ont une tour similaire à celle que l'on a vue ici en Guyane. Ici, nous avons 2 sites qui font partie des centaines de sites de validation et du réseau de scientifiques à travers le monde qui utiliseront ces données. 2 questions dans le chat. Simonetta, l'une des questions va s'adresser à vous. Comment validez-vous les données de Frédéric Castel? Merci Frédéric. Ce que l'on fait, c'est que l'on organise le travail par le biais des tours que vous avez vus hier. Nous avons des récepteurs de données qui viennent des satellites. Ensuite, nous avons des outils au sol qui ne sont pas des outils spatiaux spécifiquement. Des experts de la biodiversité travaillent avec cela, des experts des index sur les végétaux, etc. Donc le travail est mené au sol. Donc ces experts qui vérifient que les données
des instruments à bord du satellite sont confirmés et sont dans la droite ligne de ce que l'on attend au sol. Cela fait partie de toutes les actions de calibration et de validation pour toutes les missions d'exploration de la Terre. C'est ce que l'on organise pour biomasse. Donc nous avons besoin d'outils au sol. Dans la forêt tropicale, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces forêts, mais nous avons tout de même une équipe de validation des données dans différentes régions du monde, en Afrique, en Amérique latine et dans toutes les forêts tropicales du monde. Merci beaucoup. Question suivante, très différente. Jean Schubert de Kunsa Spatial. Tout d'abord, félicitations pour ce lancement et félicitations aux équipes impliquées. Nous avons quelques différences dans la trajectoire. Est-ce que tout est resté nominal? Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence et avez-vous des informations quant à la précision du lancement pour l'heure? Merci. Non, je n'ai pas l'information. Peut-être qu'on peut demander au CNES de vérifier les dates. Mais vous avez vu, quand on a largué le satellite, eh bien, l'altitude était la bonne. Bien sûr, il n'y a pas que l'altitude orbitale, mais également l'altitude de l'orbite circulaire. Et de ce qu'on sait maintenant, eh bien, c'est toujours en place. Habituellement, on a une réponse de la télémétrie plus précise aujourd'hui et demain. On va faire une révision de la position précise, vérifier que tout est en bon ordre. Très bien, donc vous avez les données. Une déviation d'1 kilomètre en télémétrie, en télémesure. C'est plutôt bon? Donc pour les autres, habituellement, on est à plus ou moins 15 km. Ça, c'est les attentes et on va voir quelle est la différence en matière d'inclinaison, etc. Vous avez l'information sur l'inclinaison? 98,07 et là c'est 0,1. C'est parfait. Il n'y a pas de différence. Aucune différence. 98,7 contre 98,01. C'est très important. La précision de l'injection orbitale, vous pouvez le confirmer, ça c'est directement proportionnel au temps dans lequel le satellite restera dans l'orbite ciblée. Donc, plus c'est précis, plus longtemps le satellite dure. Donc, c'est important pour les clients, les opérateurs, etc. Donc, ça veut dire qu'il sera en service pendant plus longtemps. Pour les journalistes qui nous regardent et qui ne sont pas ici dans la salle, les données nous viennent d'experts biomasse. Merci beaucoup de votre aide. Le directeur données biomasse, c'est son titre. Nous avons des questions ici dans la salle? Oui, voilà une question. Allez-y. Karl Oman pour la radio publique allemande. Le biomasse peut être utilisé pour voir la dégradation des forêts, la déforestation, et on peut voir son ampleur. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous connaissez des groupes qui pourraient utiliser les données de biomasse comme un système d'alerte précoce pour la déforestation? Merci pour cette question. Comme j'ai dit, de nombreux groupes scientifiques vont utiliser des données, par exemple l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, qui travaille là-dessus pour soutenir l'utilisation de l'ensemble de ces données et aussi pour regarder les différentes variables de la biomasse. Donc, ils n'ont pas seulement des systèmes de suivi, il y a aussi de nombreux systèmes qui vont prédire l'évolution de la biomasse. L'ESA développe aussi ce type de problème. Nous avons différents thèmes
Et nous regardons ce à quoi la Terre va ressembler. Nous utilisons des systèmes de modélisation. Il y a de nombreux groupes scientifiques en Allemagne, au Royaume-Uni, en France qui travaillent sur ces questions. D'autres questions? Je vais regarder sur le chat s'il y a des questions. Nous allons attendre quelques instants et en attendant la question suivante, peut-être que je peux vous demander combien de temps le satellite va rester en orbite? Quel type de données va-t-il envoyer? Et comment ces données vont-elles être exploitées? Donc, le cycle de vie de satellite est de 5 ans et demi, en réalité avec ces deux phases. Donc, tout d'abord, la phase topographique et ensuite la phase de télémesure qui durera plusieurs années. Merci pour cette injection en orbite de façon très précise. On va pouvoir l'utiliser peut-être plus longtemps parce que nous utiliserons moins de propulsion que nécessaire. Donc, merci à Avio et à Arianespace pour cela. Ces missions ont un cycle de vie initial qui est prévu parce que les États membres prévoient le budget pour ce faire, mais si tout se passe bien, ils peuvent en réalité durer plus longtemps. Et c'est le cas pour bon nombre des missions Explorer qui regardent la densité de la glace, l'épaisseur des calottes glaciaires. Donc nous espérons qu'en fait cette mission va durer plus longtemps que prévu. En termes de données, l'organisation des données est faite par le Centre de contrôle des opérations qui mène toutes les opérations pour les satellites d'observation de la Terre en Allemagne, donc à l'ESOC. Et il y a des bureaux au siège de l'ESA également. Ici, on a des personnes qui recueillent les données, qui font une planification des manœuvres et une planification des opérations sur le satellite et qui organisent la distribution des données qui se fait par le biais d'interfaces en ligne. Il faut s'enregistrer comme utilisateur pour y avoir accès. Et ensuite, des rapports sont envoyés sur l'utilisation de ces données avec des conférences scientifiques. Il y a le symposium de la planète vivante à Vienne en juin et tous les scientifiques à travers le monde, de très nombreux scientifiques vont se retrouver et nous parler de leur travail. Et c'est une excellente opportunité de voir comment ces données seront utilisées. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je souhaitais vous demander si vous aviez quelques mots à ajouter avant de clore cette conférence sur l'avenir peut-être. Un mot. Préparez-vous à revenir à Kourou très régulièrement parce qu'on va être très actifs. Nous préparons une ministérielle à l'ESA et mon directeur va proposer un programme très bientôt. Nous avons besoin du soutien des États membres et des missions comme celle d'aujourd'hui montrent la capacité de l'Europe à lancer des satellites de façon autonome, mais aussi les capacités de l'Europe d'être fer de lance pour gérer les questions de changement climatique et environnemental. Et j'espère que nous aurons toujours le soutien des États membres dans les mois à venir. J'ai vraiment hâte de continuer à promouvoir ces messages pour que nous continuions d'avoir le soutien nécessaire pour ces missions. Oui, je voudrais vous donner quelques chiffres. On a des budgets, on a un plan en cas d'erreur. Mais étant donné que le satellite était exactement à la bonne inclinaison, eh bien, on a une augmentation importante du cycle de vie attendu. Et donc, longue vie à biomasse. Biomasse est en orbite et maintenant, on se concentre sur les prochaines missions à venir, d'autres lancements Vega C, nouvelle génération sur Ariane 6 et on travaille sur les prochaines missions Explorer également. Donc, on est très fiers de participer à ces développements, cette nouvelle génération de la science pour aider à comprendre notre monde et cet environnement qui change constamment.
Vega C se prépare déjà à son prochain vol au mois de juillet. On va commencer à préparer le papier rapidement pour le prochain vol. On a certaines composantes qui arrivent fin de ce mois et qui seront assemblées sur le papier. Donc, David fournira une date plus précise pour le lancement, mais ce sera un moment au mois de juillet. D'autres missions sont à venir pour la fin de l'année également. Nous sommes très fiers de continuer ce travail pour nos clients européens en fin d'année également. On est très enthousiastes et très heureux de continuer à fournir ce service. Et cela clôt notre conférence de presse. Merci à tous nos intervenants. Merci aux participants, aux spectateurs aujourd'hui. Et donc, longue vie à Biomasse.